Et aujourd'hui, on est là pour se parler de l'affaire qui secoue le monde de la musique outre-Atlantique, qui est l'affaire P. Diddy. Donc, avant tout, le chat, je vous propose qu'on regarde tous ensemble un petit, euh, un petit recap de l'affaire fait par nos collègues de France 24, histoire de se remettre un petit peu à la page, parce que moi, je vous avoue, il y a tellement de couches à cette affaire que j'ai pas tout suivi. Hop. La star américaine du rap entre les mains de la police. Sean Combs, aussi connu sous le nom de P. Diddy ou anciennement Puff Daddy, a été arrêté lundi soir heure de New York par des agents fédéraux à Manhattan après une inculpation par le parquet fédéral. 9 plaintes ont été déposées contre le rappeur depuis un an, notamment pour agression sexuelle. Son avocat dénonce ces poursuites. Nous sommes déçus de la décision du bureau du procureur des États-Unis de continuer ce que nous estimons être des poursuites injustes à l'encontre de M. Combs. P. Diddy est décrit par plusieurs plaignantes comme un prédateur sexuel violent qui utiliserait l'alcool et la drogue pour manipuler ses victimes. Une ancienne actrice X l'accuse de l'avoir forcé à se prostituer dans les années 2000 au cours de soirées. L'ex-compagne du rappeur Cassie Ventura l'a elle accusée de comportements violents. Une vidéo récemment publiée datant de 2016 montrait P. Diddy en train de lui donner des coups de pied dans un hôtel. Une affaire réglée à l'amiable dans un accord confidentiel. Ok, bon. Donc déjà, donne ça plus fait très envie beaucoup. Non, d'écouter cette chanson, malheureusement. non. Et c'était il y a 3 semaines, et il me semble que depuis 3 semaines, ça s'est encore. Enfin, l'affaire a pris encore une autre tournure, puisque c'est maintenant, on parle de 120 plaignantes. Donc on voit que tout a commencé avec en fait la plainte de son ex-compagne, Cassie Cassie, ouais. Ventura, qui est aussi chanteuse de R&B. Et où en fait, en 2023, elle a donc porté plainte pour violence et violence aggravée. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné, qu'on va pas vous diffuser aujourd'hui parce qu'elle est assez sensible. Extrêmement violente, oui. On le voit en train de frapper. Je sais jamais trop regarder quand on est en Twitch. Tu peux regarder là. Là, on regarde la caméra. Ouais. Voilà, bonjour. Oui, on a choisi de pas la diffuser parce qu'effectivement, elle est très violente. On voit donc le rappeur en train de la frapper et la traîner, en fait. Hein. Elle est disponible sur Internet, mais donc si vous voulez la consulter pour vous, allez-y, mais on préférait pas la diffuser. Ouais. Voilà. Et suite à ça, P. Diddy a donc publié une vidéo d'excuses qu'on va également vous mettre. Celle-ci, il n'y a pas de violence. On va essayer de la traduire un petit peu. Et on va voir qu'en fait, c'est assez systémique de comment se défendent les agresseurs, en fait. On the darkest times in your life, sometimes you gotta do that. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. I went and I sought out professional. Donc là, il dit qu'il est désolé, qu'il était désolé à l'époque et qu'il est désolé maintenant, ce qui est quand même assez fort de mesure de café. ses actes et qu'il assume la responsabilité. Je sais pas ce que ça veut dire pour lui dans sa tête. C'est ça, jamais devant les tribunaux, Voilà. apparemment. Hein. Going to therapy. Oh, le going to pauvre. rehab. Oh là là, une thérapie, non. Ça. Had to ask God for his mercy and grace. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant aussi quand il parle de cure de désintoxication, où en fait, on voit que l'alcool. Alors, toi, tu as vision de juriste. J'ai l'impression que, pour parler avec des termes juridiques, souvent c'est considéré comme une. Les gens en parlent comme si c'était une circonstance atténuante, alors que c'est une circonstance aggravante. Et oui, tout à fait. Juridiquement, c'est une circonstance aggravante, tu as tout à fait raison. Alors que dans le discours qu'on entend souvent et qui est celui qui est repris ici, c'est présenté comme une circonstance atténuante. Alors qu'aux yeux de la loi, en tout cas en droit français, c'est effectivement une circonstance aggravante. Ça veut dire que ça peut aggraver la peine. Et pourtant, c'est toujours présenté comme quelque chose qui aurait vocation à les déresponsabiliser. Il y a beaucoup de personnalités d'hommes français qui ont évoqué de l'alcool pour se, entre guillemets, défendre justement d'avoir commis une agression. Voilà. Enfin, oui, j'étais en boîte de nuit, j'avais trop bu, c'est pas mon comportement normal, comme si c'était justement une
une forme d'exonération, alors que pas du tout. Bah, Encore une fois, justement, c'est ouais. au contraire une circonstance Enfin, aggravante. quand on prend le volant alcoolisé, il me semble que ça rajoute un petit peu. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, on en rit jaune, évidemment, Oui. c'est pas du tout drôle, parce que du côté des victimes, en revanche, quand elles ont bu, là, ce que j'allais c'est dire, ouais. considéré comme une circonstance aggravante aux yeux de l'opinion En même publique. temps, il fallait pas le faire. Bah oui, quoi. il fallait pas boire. D'ailleurs, il y a un policier lors d'un dépôt de plainte assez récent qui me parlait. Enfin, je lui ai dit effectivement, vous devez être sous l'eau parce qu'on sait que et voilà, il n'y a pas assez de budget dans la justice, donc ils ont énormément d'enquêtes à traiter. Et il me dit oui, c'est vrai qu'on est sous l'eau. Bah d'ailleurs, le week-end dernier, il y a aussi des gens qui sont venus pour déposer plainte, alors que quand même, bon bah en gros, il faisait comprendre que c'était pas forcément prioritaire. Et là, il a pris l'exemple texto d'une femme qui était venue alors qu'elle avait fait des mélanges d'alcool avant de venir et qui faisait état d'un viol. Et donc, j'ai attendu qu'il finisse sa phrase et je lui ai dit mais vous vous rendez bien compte que même si elle avait bu, ça veut pas dire qu'elle n'a pas été violée, et puis ça en fait pas une responsable. Bon, là, il s'est rendu compte qu'il avait dit une connerie, je pense, et il m'a dit bah oui, tout à fait. Et puis il est passé à autre chose. Mais voilà, c'est l'alcool pour les hommes accusés, il le présente comme une forme d'excuse, et sur les victimes, c'est présenté comme une forme de responsabilité. Donc Ouais, c'est le il y a encore une fois, il y a un double standard. complètement. Il y a quelqu'un qui me dit alcool, drogue, Prothèse nous dit alcool, drogue, on a l'impression que c'est au même niveau qu'un problème psychiatrique. Ouais, et encore une fois aussi, enfin, la psychiatrie, c'est pas parce qu'on. Enfin, il y a plein de gens qui ont des maladies mentales qui se comportent très bien. Ça peut pas être non plus tout le temps. Enfin, il y a certaines stars qui utilisent ce prétexte, mais bon, bah, Oui, c'est vrai qu'en plus, ça a tendance à insulter les personnes C'est qui ça. sont victimes de maladies, enfin qui subissent des maladies et qui pour autant ne se comportent pas comme des bien agresseurs. sûr, bien sûr. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, qui donne l'exemple du feu qu'on grillerait quand on est ivre. Oui, effectivement, c'est comme si c'était une circonstance atténuante. Mais bon, effectivement, avec le corps des femmes, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est vraiment considéré comme, bah non, mais j'ai pas fait exprès, j'avais bu, comme si on l'avait obligé à boire. Enfin, c'est Ouais. Ouais. Alors, on continue. On remarquera sa tête et ses mimiques. Ouais, c'est très. Enfin, j'ai l'impression que So cette sorry. mise en scène. Voilà, je suis désolée, il le redit. I'm Pourquoi il y a un committed to truc be a devant better qui man s'affiche? each and every day. Ok. I'm not asking for forgiveness. Donc il dit qu'il va être meilleur, qu'il demande pas le pardon, mais encore une fois, il faut suivre d'actes. Truly Oui, sorry. c'est ça. Mais c'est vrai que cette façon de se mettre en scène est extrêmement. Enfin, c'est très répandu, je trouve, où on va vraiment voir une personne face caméra, très larmoyant. On l'a vu notamment, bon, on avait fait un react avec toi à la vidéo de Norman. Oui, tout Je me à fait. souviens, c'est exactement le même type de mise en scène, quoi. Et yeux dans les yeux. Je regardais par combien de personnes ça avait été visionné cette vidéo, parce que la chaîne a quand même 412 000 abonnés, et donc on n'a pas regardé les commentaires sur cette vidéo, mais c'est vrai que ça diffuse un message. Rien que le fait de diffuser cette vidéo, ça participe d'une culture du viol, en Bien fait, sûr. ou des violences faites aux femmes de manière plus large. Et quelqu'un qui nous dit, ils réagissent comme si c'était la première fois qu'ils buvaient ou se droguaient sans en connaître les conséquences, et les excès deviennent une excuse. Bah, oui, voilà, les excès exactement. deviennent une excuse, oui. Exactement ça, Lily. Et Julie Japon, genre, il peut pas s'acheter un bon micro. Oui, bah ça, encore une fois, je pense qu'il y a aussi une technique de relation presse derrière, de dire je suis proche de vous, en fait. Ça pourrait ces accusations pourraient nous arriver à tous. Un phénomène d'identification, Voilà. ouais. De dire, regardez, je suis comme vous. D'ailleurs, on voit qu'il est filmé un peu comme si c'était amateur. Alors, je sais pas dans quelles conditions ça a été filmé, mais vu les enjeux, il y a quand même moyen que ça a été réfléchi avant d'être posté, cette vidéo. Oui, je pense que généralement, c'est quand même des gens qui sont très entourés d'une armée de stylistes, tout ça. Il y a forcément quelqu'un de relations publiques derrière. Oui, surtout sur des sujets aussi graves. Bon, après, on peut pas le certifier, mais c'est quand même de la communication de crise. C'est-à-dire que théoriquement, avant de poster cette vidéo, en tout cas, il y a rien eu de spontané là-dedans. Donc effectivement, peut-être que le micro qui fait micro d'occasion est en réalité pensé pour faire comme s'il venait de se filmer tout seul, qu'il n'y avait pas un conseiller en communication, son attaché de presse. Oui, si ça se trouve, même sa tenue est réfléchie. On peut pas faire des suppositions sur ça, mais en tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est que ça a été repris par quasiment tous les médias américains au moment où c'est sorti. En fait, les excuses font plus de bruit que les révélations, finalement. Et on le voit aussi
en France, dans la musique, dans des affaires comme ça, quoi. Oui, exactement. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Suzanne Faludi, qui avait écrit un livre, donc qui est journaliste et autrice, qui avait écrit un livre dans les années, alors c'est sorti en 91, et ça parlait justement du mouvement de backlash, donc de réaction face aux avancées progressistes des années 70 et 80. Et récemment, Suzanne Faludi, vous allez voir le lien, je vous assure, il y en a un, elle s'est prononcée sur justement cette victimisation des hommes, c'est là où je veux en venir, et elle a dit, autant dans les années 70-80, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on présentait les féministes comme des femmes qui rendaient les autres femmes malheureuses. Autant là, le backlash post-MeToo, c'est-à-dire la réaction post-MeToo, c'est aussi de présenter les hommes comme malheureux à cause des femmes et des prétendus excès de MeToo. Et donc là, on le voit très bien et on le voit à plein de reprises, comme tu l'as dit, dans les médias souvent, ces hommes qui se disent en fait victimes d'une société post-moderne, post tout ce qu'on veut d'ailleurs, ce mot on peut passer partout, néo-féministe, on sait quoi. Et donc en fait, comme si le féminisme leur avait brisé leur vie et que eux, en fait, c'était pas des monstres, ils étaient juste victimes des excès de suspicion, des excès. Et voilà. Et d'ailleurs, le dernier livre de Caroline Fourest qui s'appelle, qui parle de MeToo justement. Alors on va regarder comment ça s'appelle. J'ai pas le titre non plus, mais c'est sur MeToo. Et justement, elle traite des c'est le vertige MeToo, voilà, je crois. Elle y traite du prétendu excès des réactions post-MeToo. Et donc ça y participe, voilà, retrouver l'équilibre, voilà. Donc ça c'est vraiment cette ambiance là dans laquelle on est baigné aujourd'hui. L'équilibre après la nouvelle révolution sexuelle. Ouais. La révolution comme si sexuelle. finalement voilà, les hommes étaient devenus des victimes du fait des progressions qu'on a eues ces dernières années, enfin des petites progressions. Voilà. Oh les pauvres. Et puis il y a vraiment ce truc aussi, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu lieu dans les backlash, de dire les féministes d'avant, elles n'étaient pas comme vous. Oui, elles étaient beaucoup plus calmes. Oui, les suffragettes, elles n'ont jamais posé des bombes, les gars. Enfin, vraiment. Puis à l'époque, on leur faisait déjà la même remarque. C'est vraiment cyclique. C'est un peu terrifiant d'ailleurs que ce soit cyclique parce que quand on regarde certaines féministes des années 1900-1910 qui disaient non mais là c'est bon, on est enfin arrivé à un virage de société et de redire la même chose plus de 100 ans après. Alors évidemment on avance quand même par rapport à... Mais à chaque fois on avance puis il y a un léger recul. Puis on avance un peu plus puis il y a un léger recul. Et donc on avance comme ça à tâtons je dirais. Et on n'est pas à l'abri d'un plus grand recul comme on l'a vu aux États-Unis avec l'IVG et le retour sur le droit constitutionnel d'avortement. Et donc, pour continuer sur P. Diddy, donc après ces accusations de violence conjugale, donc il y a de plus en plus de personnes qui ont témoigné. Aujourd'hui, on arrive au nombre terrifiant de 120 plaignantes. Alors, oui, c'est un peu plus, je crois. Ouais, alors là, on n'est que sur les agressions, agressions sexuelles et viol. Il y a 120 plaignantes. Il n'y a pas 120 plaignantes qui ont porté plainte pour viol, mais en tout cas, pour agression sexuelle ou viol, elles sont 120. Ça pose aussi pas mal d'autres délits parce que dedans, on a vu tout à l'heure, il y a des délits de proxénétisme, tout ça. Qu'est-ce qui risquerait en France P. Diddy? Parce que bon, on sait que la justice américaine fonctionne différemment de la nôtre, avec les passages au civil, tout ça. Mais il y a plusieurs qualifications qui pourraient être retenues. Alors bien sûr, on n'a pas les éléments du dossier, donc on peut pas. Ce que je dis, c'est juste des exemples. Ça se trouve, il y en aurait d'autres. Ça pourrait être qualifié de proxénétisme. Ça pourrait être qualifié de proxénétisme sur mineur, ce qui est du coup aggravé. Bon, il y a aussi la qualification de viol. Il peut y avoir la qualification d'agression sexuelle. Donc il y a beaucoup de qualifications qui pourraient être retenues. Bon, après aux États-Unis, je suis pas avocate aux États-Unis, donc je peux pas vous dire les précisions légales précises. Les précisions légales précises. Vous avez compris. Voilà. Mais oui, il y a plusieurs qualifications pénales possibles sur les faits qui sont relatés là. Et suite à ces accusations, on va vous le mettre tout de suite. Pour ceux qui parlent anglais, on va essayer de traduire un petit peu. Le statement, donc la déclaration de la mère de P. Diddy, Janice Smalls Combs, qui utilise des mots comme un lynchage public, par exemple, voire un lynchage public sur mon fils avant qu'il ait pu l'opportunité de prouver son innocence. C'est un pain too unbearable, une douleur trop insupportable pour mettre des mots dessus. Personne n'est immunisé contre l'erreur est humaine en gros. L'histoire nous a montré que les individus qu'il pouvait y avoir des fausses accusations.
Surtout qu'elle dit many individuals, donc ça veut dire comme si c'était présenté comme beaucoup de gens avaient été systémique. Beaucoup de gens ont été innocentés ensuite, ce qui est faux en fait, ce qui est souvent dit parce que on entend souvent que quand il y a un classement ou une absence de condamnation, ça veut dire que la personne accusée est fondamentalement innocente. Alors ça veut pas vraiment dire ça, parce que ça veut dire que juridiquement, souvent, c'est parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour entrer en voie de condamnation. Donc ça veut dire que la justice considère qu'elle n'est pas juridiquement responsable. En revanche, souvent, dans les classements sans suite en France, il y a des statistiques qui le démontrent, c'est classé, par exemple, pour les viols à hauteur de 94%, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite, et la grande majorité, c'est pour infraction insuffisamment caractérisée. Oui. Donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à prouver que la victime mentait, enfin que la victime présumée mentait. On n'a pas réussi à le démontrer, ça. On a juste la justice fait en fait état d'un aveu, c'est-à-dire qu'elle dit là je ne sais pas. Donc évidemment on peut pas entrer en voie de condamnation quand il n'y a pas assez de preuves, mais ça ne veut pas dire pour autant que la victime mentait, puisqu'on n'a pas réussi non plus à démontrer l'inverse. Et là, fondamentalement, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, il faudrait pousser des enquêtes, avoir des vrais actes d'investigation dans toutes les enquêtes pour trouver des preuves avant de classer. Voilà, ça, et donc donner des moyens à la justice, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Si on classe sans suite, c'est parce que on n'a pas les moyens d'investiguer. Aussi, oui. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'on dépose plainte, il y avait une saisie des téléphones des personnes concernées, une audition de l'homme accusé et une enquête de l'entourage, rien que ça permettrait de trouver des preuves. Je le vois parce que dans les dossiers où je suis saisie pour accompagner des femmes ou j'ai aussi des hommes que j'accompagne s'ils ont été victimes petits souvent, quand on est constitué dès le dépôt de plainte, j'ai remarqué récemment que l'enquête allait plus vite parce que quand il y a une avocate ou un avocat, du coup, c'est... les actes d'investigation, je pense qu'avec le climat actuel, ils ont tendance à les ordonner, alors qu'en fait, n'importe quelle victime devrait y avoir droit sans arriver avec un avocat ou une avocate pour être assistée. D'ailleurs, d'où la nécessité d'avoir des avocats et des avocates gratuits payés par l'État pour les victimes. Quand on va déposer plainte au commissariat, pour l'instant, c'est pas le cas en gendarmerie. Tout à fait. Et là, je voulais revenir sur un truc avec toi en tant qu'avocate, où on voit que notamment la mère de P. Diddy dit que son fils, en fait, et ce qui est vrai, a le droit à un jugement dans un tribunal pour partager ce côté de l'histoire et elle, je cite, prouver son innocence. On entend beaucoup cette injonction au silence sur les réseaux sociaux, notamment de dire ne vous faites pas le tribunal médiatique, vous bafouez la présomption d'innocence. Là, on est sur le droit américain, mais en France, est-ce qu'on peut revenir sur qu'est-ce que ça veut dire, en fait, respecter la présomption d'innocence ? La présomption d'innocence, ça consiste à dire que, donc c'est un des principes fondamentaux de notre état de droit, ça consiste à dire qu'il faut des preuves pour condamner quelqu'un. Et que tant qu'il n'y a pas de preuves et de décision de justice, on est présumé, donc innocent, on ne peut pas être condamné. Et ça, c'est fondamental. Et constitutionnellement, on ne pourrait pas inverser cette présomption, bien sûr. Ça pourrait aussi se retourner contre les militantes et les militants progressistes. Sinon, ça voudrait dire que si on était plus présumé innocent sur les choses qu'on nous impute, ça pourrait aussi se retourner contre nous. Donc, fondamentalement, ce droit, il est vraiment utile. Et je ne pense pas que ce soit opportun de revenir dessus. En revanche, un des autres grands principes de notre justice, c'est le droit à un procès équitable. Et c'est ça qui, à mon sens, aujourd'hui n'est pas respecté parce qu'on parle souvent de présomption d'innocence. Et encore une fois, oui, c'est normal. Mais par contre, on oublie de rappeler que normalement, on a le droit à un procès équitable aussi. Et que c'est un principe qui est aussi important que la présomption d'innocence. Donc, quand quelqu'un ou quelqu'une va déposer plainte, normalement, si on respectait ce droit à un procès équitable, ça veut dire que ce serait légitime, du coup, d'avoir droit à des actes d'enquête. Parce qu'en droit pénal, c'est pas comme le droit civil, c'est-à-dire que c'est pas à vous-même de faire l'enquête en droit pénal. Le droit civil, vous savez, c'est par exemple les pensions alimentaires dans le cadre des séparations, de divorce. Ça peut aussi être du droit de la consommation, par exemple, si vous achetez un truc et que ça fonctionne pas, c'est à vous de rapporter la preuve que ça fonctionne pas dans la plupart des cas. En droit pénal, c'est pas à vous de faire l'enquête. En droit pénal, dans notre État, c'est la police qui fait les enquêtes, théoriquement. Donc quand vous venez dire quelque chose, votre parole, elle est censée être un premier élément d'enquête qui doit déclencher une suite. Okay. Et aujourd'hui, elle ne déclenche pas cette suite. En tout cas, elle la déclenche pas assez vite et pas assez bien. Okay. Et c'est ça le problème. Et pas systématiquement. Systématiquement, oui. Okay. Et là, on voit du coup sur encore le statement une autre idée fausse autour des plaintes pour VSS qui sont These lies from our team are motivated by those seeking a financial gain and not justice. Ouais. Donc, en fait, on revient à ce cliché des plaignantes qui veulent l'argent des artistes et qui en ont après l'argent.
Bon, aux États-Unis, c'est certes différent, mais il faut rappeler qu'en France, en fait, on perd de l'argent aujourd'hui quand on va, le plus souvent, quand on porte plainte, on risque de perdre plus d'argent que d'en gagner. C'est vrai que les procédures sont tellement longues que, comme je disais, aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge par l'État systématique. Il faut avoir droit à l'aide juridictionnelle et l'aide juridictionnelle ne se déclenche pas au stade du dépôt de plainte. Donc déjà, là, il y a un problème. Et quand bien même on aurait droit à l'assistance via l'aide juridictionnelle, il ne faut pas dépasser des plafonds. Alors je crois que quand on est victime, chacune et chacun devrait avoir droit à un avocat ou une avocate gratuitement. Donc c'est sûr que cette ligne de défense qui consiste à se dire c'est pour gagner de l'argent, vu le taux de condamnation, non, c'est pas pour gagner de l'argent. Et quand c'est pas cet argument qui est avancé, il y a toujours cette notion de vengeance. Si c'est pas pour gagner de l'argent, souvent c'est perçu, en tout cas en défense, on dit oui, mais c'est pour se venger parce que il l'a quitté et donc du coup elle fait ça pour se venger. Et alors ça, j'ai vu un sondage qui doit dater d'il y a 1 an ou 2 qui dit qu'il y a quand même 4 Françaises et Français sur 10 qui vont dans le sens de dire que quand une femme dépose plainte pour violence, elle le fait sûrement pour se venger. Ah ouais. 40%, 4 sur 10, c'est énorme. Ouais, je pensais pas que c'était à ce point, tu vois. Et justement, là, on voit donc la mère de P. Diddy qui dit que son fils n'est pas le monstre que they have painted him to be. Donc le they, j'imagine que c'est les médias, les plaignantes, tout ça. Donc il n'est pas le monstre qu'ils ont dépeint. Mais c'est quoi un monstre? Parce qu'en C'est fait, ça, cette notion de monstre, elle revient souvent et en réalité, c'est pas des monstres qui agressent, c'est Ouais, des hommes insérés. Donc il n'y a pas besoin d'abord, c'est quoi un monstre? Mais dans l'imaginaire, le monstre, ça va être l'homme au coin d'une rue la nuit, pas inséré, qui a pas d'amis, pas de travail. Alors qu'en réalité, ça représente en France une agression sur 10 à peu près pour les viols. 9 cas sur 10 des viols, c'est un proche. 1 cas sur 2, c'est carrément le conjoint avec son conjoint. Donc dire que c'est pas un monstre, en fait, au contraire, c'est que en fait, il n'y a pas besoin d'être un monstre pour agresser ou violer. Ça vient aussi de la culture sexiste dans laquelle on baigne, oui. qui fait que le consentement, le fait de respecter le corps des femmes, c'est toujours pas quelque chose qui est bien expliqué, qui va de soi, malheureusement. Ouais, mais justement, tu vois, sur ce truc les monstres, tout ça, en fait, on le voit à Mazan, c'est pas du tout des monstres. C'est des hommes qui vont être ton voisin. Voilà, et justement, là où on voit que la mère, notamment la mère de P. Diddy, c'est bien ça ta chronique, ouais. Oui, je la citais notamment, et puis d'autres, mais oui. C'est le communiqué de presse qu'on a vu. Hein. Oui, c'est ça. Où en fait, tu as réagi dessus, où notamment tu pointes du doigt le fait que il y a aussi, au service du backlash, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes, donc notamment le livre de Fourest. Et au procès Mazan, en fait, on a vu les femmes défendre leur mari face à des preuves accablantes. C'est vrai que dans les co-accusés, aux côtés de Dominique Pellicot, dans le procès, vous savez qu'il y a d'autres accusés, et des proches de ces accusés-là, notamment leurs conjointes ou parfois de leurs filles, il y en a plusieurs qui se sont exprimées, vous pouvez retrouver ça sur Internet, et elles ont dit, en gros, que souvent les mots qui reviennent, c'est il s'est laissé avoir par Dominique Pellicot, il y allait pour voir, il pensait que c'était OK, et puis en fait, évidemment, il l'aurait jamais violé. Et il y a même un article qui mentionne une des conjointes d'un des accusés qui dit « Moi, je suis d'accord pour qu'on punisse les monstres », encore cette notion de monstre, mais pas lui, c'est pas un monstre. Et donc, en fait, ce blocage que des psychiatres expliquent très bien de dissociation, parce qu'on peut pas accepter l'inacceptable, en fait, c'est trop violent mentalement. Ça, et donc inconsciemment, plus ou moins inconsciemment, ces femmes effectivement participent au phénomène de backlash, donc de retour de bâton, et s'inscrivent dans un mouvement qui va contre les droits des femmes. Bon, ça, je pense que c'est largement inconscient pour certaines. C'est-à-dire qu'en protégeant leur conjoint, elles participent aussi à ce mouvement réactionnaire. Mais je pense que leur première motivation consciente, c'est d'abord de protéger. Bien sûr. Et puis, là, dans le cas de P. Diddy, où c'est une mère qui défend son fils, je pense qu'on peut tous et toutes comprendre pourquoi elle le fait. Est-ce qu'elle a raison et est-ce que les avocats devraient utiliser ces témoignages? C'est une question, mais est-ce qu'il y a des limites sur ce que les avocats de la défense, d'ailleurs, peuvent utiliser dans les procès? En tout cas, là, ce qu'on a entendu être plaidé, notamment dans le procès de Dominique Pellicot, c'est-à-dire l'idée que, c'est un avocat qui avait dit, on en avait parlé la dernière fois, un avocat de la défense qui avait dit aux médias, il y a viol et viol.
enfin pas sous-entendu, entendu qu'il y aurait un viol conscientisé par l'agresseur où celui-ci se rendrait compte qu'il est en train de violer, puis un viol où, oups, il n'a pas fait exprès de violer. C'est horrible de dire ça, mais c'est ça l'idée. Ça, c'est possible dans la mesure où le code pénal distingue aujourd'hui l'élément matériel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un viol? Donc aujourd'hui, c'est défini comme étant une pénétration par contrainte, surprise, menace ou violence. Et puis, une fois qu'on a prouvé qu'il y a eu ça, donc cette pénétration par contrainte, menace, surprise ou violence, on doit prouver l'intention de l'agresseur, c'est-à-dire qu'il savait qu'il était en train de violer. Et donc, en fait, ce que plaide cet avocat, c'est de se dire, d'accord, il y a eu cette pénétration manifestement par surprise ou par contrainte, mais il n'y a pas eu d'élément intentionnel, donc la responsabilité ne peut pas être retenue, l'infraction n'étant pas complètement caractérisée. Et ça, à mon sens, ça pourrait être réglé si demain, on envisageait de dire que dans des cas où les personnes sont inconscientes, dans les cas où la femme concernée, en l'occurrence, ça se voyait qu'elle était inconsciente, l'infraction est présumée, en tout cas l'intention est présumée rapportée. Voilà. D'accord. Donc comme ça pourrait ne plus être débattu, en tout cas aussi largement que ça. Ce qui est rassurant quand même, c'est que la Cour de cassation, vous savez peut-être, c'est la juridiction en haut de notre hiérarchie de juridiction qui uniformise l'interprétation de nos lois. Okay. Elle s'est positionnée quand même... Est-ce que c'est le même niveau que le Conseil d'État, mais pour le droit privé? Exactement, okay. Voilà. Elle s'est positionnée en disant que voilà, sur une femme inconsciente, l'auteur de la pénétration par surprise ou par contrainte, elle était présumée savoir qu'elle n'était pas consentante. Donc, pas en ces termes, mais ça voulait dire ça à l'arrêt. Donc on voit que quand même, je veux dire, il y a une interprétation qui normalement doit être prise par les juges du fond. Les juges du fond, c'est les juges qui jugent avant, on va dire, la Cour de cassation. Donc voilà, mais ça c'est un des exemples de pourquoi on en arrive à entendre ce type de plaidoirie. Maintenant, dans tous les cas, ça pose la question de savoir si défendre c'est mentir contre les preuves matérielles. Ouais. Je pense pas que ce soit une bonne défense en tout cas, parce que je suis pas sûre que ça aille dans l'intérêt des clients, des avocats de la défense, de plaider des trucs pareils. C'est vrai que stratégiquement, moi qui n'y connais rien au procès, à tout ce qui est la mise en place d'un procès ou quoi, on aurait plutôt tendance à dire, bon, si je dois défendre quelqu'un qui est présumé coupable de ça, on va aller chercher peut-être les traumatismes liés à son enfance, est-ce que lui, il a été victime d'abus qu'est-ce qui l'a amené à se comporter comme ça? Plutôt que d'aller... Parce que là, moi, j'avais quand même l'impression, pour revenir sur le procès Pellico, qu'il y avait une volonté de s'attaquer à la victime avant tout. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Gisèle Pellico, qu'elle avait l'impression que c'était elle qui était accusée quand elle a pris une de ses prises de parole. Je regardais dans le chat, il y a marqué « ce sont des monstres ordinaires ». C'est Sabine. C'est vrai que l'expression « monstre ordinaire », c'est assez percutant, je trouve, oui, puisqu'en réalité, dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que ce sont des monstres tout court, alors qu'en fait, ce sont des personnes ordinaires, et pourtant qui accomplissent quelque chose qui abstraitement nous paraît monstrueux, qui l'est concrètement, mais qui se reproduit tellement souvent que ça devient... ce qui est horrible, c'est qu'aujourd'hui, en étant une femme, on a plus de chances d'être agressée, harcelée, voire violée, que de ne jamais l'être. Oui. Par exemple... C'est une échelle, bien sûr. Toutes les femmes ne seront pas violées, voilà. Mais par exemple, beaucoup de femmes, quasi la totalité, avaient répondu à un sondage qu'elles étaient victimes au moins une fois de harcèlement dans les transports parisiens. Oui, je me souviens de ce sondage. C'était 100% des femmes ont dit avoir été au moins une fois victimes d'harcèlement. Dans les transports en commun. Quoi. Donc oui, ce caractère ordinaire, en fin de compte, comme si on l'avait intégré que c'était... j'ai l'impression qu'on l'a tout aussi vécu. J'espère que pour la génération en dessous de moi, que les choses se sont améliorées. Mais moi, en fait, les premières fois où je suis allée voir ma mère, tu vois, en disant « Ouais, il y a quelqu'un un gros dégueulasse qui m'a dit ça dans la rue », c'est un peu genre, bon, elle était très énervée aussi, mais c'était, va falloir t'habituer, quoi. Oui, quand tu sors en soirée, tu fais attention à ton verre, ou depuis que, même quand on était étudiante, oui, bien sûr. Des exemples comme ça. Peut-être que vous aussi, vous avez des souvenirs comme ça de vous en tant que femme ou de vos amis. Si vous êtes un homme, vous connaissez probablement des femmes, j'espère en tout cas. Pour vous. Voilà, de voir vos amis en soirée, faire attention à leur verre ou leur dire tu veux que je te raccompagne, et comme si c'était des automatismes, alors qu'en réalité on se protège finalement, alors qu'on ne devrait pas dans une société qui fonctionnerait de manière égalitaire. Ouais, moi je me souviens aussi de l'incrédulité de mes amis hommes, parce que quand on sortait avec eux, en fait, il nous arrivait pas grand-chose en termes de harcèlement de rue. Oui. Du coup, ils voyaient pas ce dont on était victime la plupart du temps. Et une fois, on a juste fait le test, en fait, de dire, allez, vous marchez quelques mètres derrière nous,
Et en 2 minutes, on était étudiante, on s'est fait accoster très vite par des gros lourds, quoi. Ouais. Et là, ils ont dit ah ouais, c'est à ce niveau. Et bah oui. Bah ouais. Et en fait, il fallait leur montrer parce qu'ils ne nous croyaient pas aussi. Et ça, j'ai l'impression aussi un peu que c'est systémique où on voit, moi j'ai vu des journalistes qui disent oui, j'ai passé tant de jours dans la peau d'une femme. Et là, je fais oui, alors il y a un truc pour t'épargner ces efforts, c'est nous croire en Oui, fait. voilà. Malheureusement, il y a un long chemin de prise de conscience qui passe aussi par l'éducation dès l'école sur ces problématiques. Et aujourd'hui, les séances à l'éducation à la vie sentimentale et affective ne sont pas tenues. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez dans le chat, mais depuis, je crois que c'est 2000, en tout cas c'est le début des années 2000, du CP à la terminale, on était censé avoir au moins 3 séances sur l'éducation à la vie sentimentale et affective. Et rarement ça a été fait. J'ai rarement vu des amis me dire oui, moi j'en ai eu une, deux peut-être, mais c'est même pas une en fait. Souvent ils ont Moi, je m'en vraiment pas eu. souviens d'une où c'était juste voilà, il y a les préservatifs. Et c'est vraiment Souvent, très. c'est hyper réapproprié par l'extrême droite et les conservateurs qui disent qu'en fait c'est des cours où on apprendrait soi-disant à se masturber. Non mais n'importe quoi. Non, on apprend des. N'importe quoi. Enfin, Mais c'est vraiment, je lis parfois des commentaires sur le web, expression des années 90, où il y a des personnes qui disent non mais comment on peut être pour ces cours alors qu'on sait très bien ce qu'ils apprennent aux enfants. Bah non, c'est pas. C'est fou comme croyance. Le niveau de désinformation. Ah non, mais c'est terrible. Enfin, moi, dans ces trucs, je me souviens d'apprendre à écrire trompe de Fallope sans me tromper, mais pas d'apprendre à me masturber. Bah, donc, c'est pas du tout l'objet de ces cours. Non, c'est des cours où, en fait, il y a quelqu'un qui est censé intervenir dans l'établissement pour parler de consentement, aussi de préservatif, de protection, mais aussi de ce que c'est que le consentement, le respect du corps des autres. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit « J'ai jamais entendu parler de ça », c'est Sacha. Enfin, j'ai eu un peu de prévention basique en SVT. Bah ouais, normalement, c'est 3 fois par an à partir du CP depuis le début des années 2000. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Non. Et je crois que c'est toujours pas le cas. Enfin, moi, pour avoir eu un petit frère qui était au lycée il y a pas longtemps, il me semble que c'est toujours pas vraiment le cas, quoi. Je crois pas, ouais. Et, justement, on a l'Auvergnate relou qui nous dit qu'elle a un peu peur que la commission d'enquête sur la soumission chimique ne donne rien. Le problème sont les mecs, le patriarcat et la culture du viol par les drogues. Le patriarcat, sans remise en question et sans éducation aussi au consentement, ça va pas forcément tomber, quoi. Oui, j'allais dire, la commission d'enquête sur la soumission chimique vous répondrait que vous êtes relou comme votre pseudo l'indique. Mais vous avez tout à fait raison. Puis, vous avez bien raison d'être relou. C'est-à-dire que oui, c'est entièrement ça. C'est qu'est-ce que ça va donner. Souvent, on en sort de ces commissions avec finalement des mesurettes. Donc, pas des réformes profondes. Alors que vous avez tout à fait saisi le souci, en tout cas selon moi, c'est que il y a un problème avec la culture du viol. Et donc, en fait, se poser la question de la soumission chimique, c'est en fait, si on remonte, se poser la question de l'éducation et du consentement dès le début, et donc de la culture du viol. Tout à fait. Et moi, j'avoue que mon engagement féministe, il est aussi venu, enfin, ma prise de conscience, en tout cas, elle est venue par MeToo. Et où MeToo, en fait, ça a commencé avec cette dénonciation des actes de Weinstein. Donc, c'était ce premier grand, moi, je savais pas qui c'était à l'époque, mais c'était genre le grand mania du cinéma qui tombe, en fait. Et là, de ce que j'en lis, Didi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu pareil, où c'est du côté du rap. Ouais, c'est ça, de la musique américaine en général, parce que il a lancé des grands rappeurs, c'est un grand producteur de rap, comme nous disait Raphaël tout à l'heure. Moi, je n'y connais rien. Donc il y a vraiment ce truc. Et autant, moi, ça me saoulait un petit peu de voir tous ces mouvements où on disait « Ah, c'est le MeToo de machin, c'est le MeToo de machin ». Et à la fin, tu fais « Oui, ok, c'est le MeToo des pressings, certes, mais en fait, c'est parce que le patriarcat s'insère dans partout. C'est tous les interstices. » Et là, j'ai quand même l'impression que c'est un peu moins le cas avec Pidi. Enfin, j'ai pas vu c'est enfin le MeToo de la musique, quoi. Je crois qu'il y a eu, il y en a eu aussi des hashtags MeToo musique. Oui. Mais effectivement, c'est ça, c'est que c'est dans tous les milieux. Et à chaque fois, se repose la même question, c'est alors est-ce que vous pensez que c'est particulier à ce milieu-là, à chaque fois donc que c'est sectorialisé? Je crois qu'en fait, ça a un avantage. L'avantage, c'est que ça permet de mettre en lumière des pratiques qui peuvent être spécifiques dans certains milieux, comme par exemple MeToo médical, où il y a quand même un mode opératoire, je pense, par exemple, ce qu'on appelle la culture carabine, qui est extrêmement sexiste, etc., qui est spécifique au milieu médical. Donc, je crois que dans chaque secteur, il y a des spécificités, mais qu'à chaque fois, c'est utile de rappeler que, en fait, c'est tous les secteurs, c'est toutes les catégories, c'est tous les pays, il n'y a pas de frontières
Ouais. contrairement à ce que pense l'extrême droite qui pense Bien qu'il y sûr. aurait Bah, justement, moi j'allais y venir parce qu'à chaque fois qu'il y a des trucs mon comme père ça de dans... famille. Oui, des trucs comme ça dans la culture, on pointe vachement le milieu de la culture, souvent en disant bah voilà, à gauche, regarde, enfin les bobos de gauche, ils ont beau donner des leçons, regardez ce qu'ils font. Enfin, c'est vraiment utilisé comme comme prétexte, quoi. Alors Oui, que c'est vrai. très très bien. Je dis pas du tout. Enfin, je suis absolument pour que cette écoute se libère et tout ça, mais Alors qu'on a d'ailleurs toujours dénoncé à gauche, quand il y a des hommes accusés à gauche qui ont fait l'objet de plaintes, on en a parlé notamment dans le journal. Hein, je pense à Adrien Quatennens, on bien a sûr. parlé de cette affaire-là, on a parlé d'autres affaires qui touchaient des hommes de gauche. Donc en fait, dire vous avez deux poids, deux mesures, c'est faux, puisque en réalité, au contraire, on parle justement de toutes les agressions, peu importe qui sont les hommes visés, ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre côté. D'ailleurs, je pense même pas qu'on puisse faire de parallèle, parce que l'extrême droite est le seul vrai extrême dans ce pays. Et l'extrême droite va toujours parler, si on branche CNews, ça va être OQTF, un homme qui du coup aurait dû quitter le territoire. Et donc en fait, ça tourne sur ça. Par contre, ça donne du coup une fausse image de ce que sont les agressions. Parce que évidemment, il faut combattre ces problématiques et ces agressions ou ces crimes graves, mais il faut aussi combattre les autres. Et souvent, les viols, ils sont perpétrés pas par des... En fait, c'est pas perpétré par un type de personne. C'est ça, si on regarde les stats, si on veut vraiment lutter contre les viols, on lutte contre le patriarcat, pas contre les OQTF, enfin pas contre les Mais ça immigrés, en fait. Ça permet en fait d'imaginer qu'il y aurait eu la notion, je cherchais tout à l'heure, la notion de bon père de famille qui était dans notre code civil, qui a disparu il y a pas si longtemps, qui aurait une exception de l'homme français qui serait parfait et qui n'aurait jamais été sexiste. Et puis on fait fi du coup de toute l'histoire de notre culture aussi, qui, je veux dire, le code Napoléon, de la gauloiserie. Oui, ça c'est fou. Et de manière un peu plus récente, mais ça reste ancien, Napoléon était tout à fait misogyne, en plus d'être colonialiste, quoi. On n'avait quasiment aucun droit dans le code civil. Et pourtant, je veux dire, à l'époque, il y avait moins de phénomènes, enfin, je ne sais pas statistiquement d'ailleurs, mais en tout cas, on n'était pas évoqué les phénomènes d'immigration de masse. Donc c'est vraiment aussi ancré dans notre tradition. Et souvent, le sexisme ordinaire, chez nous, on lui donne un autre nom beaucoup plus sympathique dans la bouche de certaines personnes, c'est la galanterie française. Ah, donc. Alors qu'en fait, c'est la base du sexisme ordinaire. Bien sûr. Ça me rappelle, je crois que c'était Catherine Deneuve qui avait co-signé une tribune sur le droit d'importuner. Voilà. Et ça criait en fait ce vieux cinéma français qui refuse de voir le lien en fait entre le terreau, le sexisme ordinaire et puis la problématique d'agression. Alors si on apprenait déjà que en fait une femme n'est pas plus fragile et que si nous on tient la porte à un homme, il n'a pas à se sentir dévirilisé, déjà ça remettrait un peu les pendules à l'heure sur le fait que non, on n'est pas des petites choses fragiles. Et donc la suite de ça, c'est que si on était vraiment ces petites choses fragiles, alors faut nous protéger. Et du coup la contrepartie de la protection, eh bien ça peut être la violence. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle le continuum des violences en fait. C'est ça, c'est un environnement propice aux violences qui va plus ou moins évoluer vers le pire. Oui, ça ne veut pas dire que du paternalisme est égal à un viol, mais ça veut dire que ça prépare un terreau fertile aussi à la vulnérabilité des femmes, quoi. Oui, c'est ça. Tu as dû entendre la phrase, vous avez dû l'entendre. Non, mais tous les hommes ne sont pas des violeurs, faut arrêter de dire n'importe quoi. En fait, personne n'a dit que tous les hommes étaient des violeurs. Par contre, quand on dit tous les hommes, ça veut dire tous les hommes sont sexistes de la même manière que toutes les femmes sont sexistes. On a toutes et tous été élevés dans la même société. Je veux dire, moi, j'ai pas grandi dans un bocal, hein. Donc, je sais pas qui a, on va dire, le cran, en tout cas l'ego, de dire qu'il est en dehors du sexisme ordinaire. Je trouve ça incroyable. On t'en parlais la dernière fois. Moi, je me sens pas sexiste, quoi que ce soit. Ce que tu disais, c'est que toi, ça fait un red flag quand un mec dit non, mais moi je suis super déconstruit. Je vois pas le problème. Ah, bon, super. Je vois le problème, mais ça, j'ai jamais eu. Allez, good for you. C'est ça, cette phrase me paraît très bizarre parce que on a toutes et tous eu des comportements, et sûrement qu'on en a encore, tu vois. Comme ça peut s'appliquer à d'autres oppressions. Sur le racisme. Oui, sur le racisme. On vit dans une société qui a des biais racistes de partout, forcément qu'on en a chopé quelques-uns, quoi.
Et ça Et c'est pas nécessite et ça, j'ai l'impression qu'à droite, enfin les conservateurs disent beaucoup: «Oui, mais on va pas s'auto-flageller». Moi, personnellement, je m'auto-flagelle pas quand Ouais, je dis non. ça. Juste, j'ai l'impression de prendre un peu conscience, La remise en question, c'est pas s'auto-flageller, oui, c'est juste essayer de réfléchir sur soi. Alors attends, on a I Am Somewhere Else qui nous dit: «Lors d'un date, j'ai tenu la porte du taxi à mon date et il a trouvé ça bizarre, il a fait la gueule toute la soirée. Il a râlé en disant que le chauffeur de taxi l'a vu comme un fragile». Je Ça suis n'a pas marché, désolée bien pour toi, I Am évidemment. Somewhere Else. Mais ça me fait penser Vraiment. à plein d'anecdotes. Mais Merci oui. pour celle-ci, c'est hyper intéressant parce que ça montre à quel point les clichés sont hyper ancrés. Oui, moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, j'avais pas une thune et pourtant j'essayais toujours de payer au restaurant ma partie ou bien d'inviter de temps en temps. Et il y a des mecs qui étaient choqués par ça, qui disaient qu'en gros j'étais castratrice. Parce que j'avais invité au restaurant et encore que voilà, je trouve que c'était pas tout le temps. Déjà, j'aurais pas pu, mais Ouais. tu vois, des mecs que j'avais pu voir quelques fois. C'est plutôt sympa quand même. Bah oui, c'est je quoi sais pas. cette inversion de valeur? C'est fou. Donc voilà, castratrice, ça revient souvent sur Oui. les féministes. Ouais. Mais oui, bah c'est vachement utilisé. Et bah, d'ailleurs, moi, ce truc aussi de Caroline Forest, le vertige MeToo, je trouve que Oui, ça vertige. renvoie vraiment en fait à ce côté. Non, peut-être c'est encore pire parce que ça renvoie au fait que les féministes seraient inconscientes de ce qu'elles font en fait. Et Oui. on est là avec ce titre. Moi, je trouve qu'on passe du côté oui, c'était mieux avant. Avant, elles savaient pourquoi elles se battaient, mais où en fait on les caricaturait comme un peu des sorcières, machiavéliques et tout. Et là, c'est encore pire. J'ai l'impression c'est en mode non mais Alors que elles vont trop loin. C'est par, enfin ça fait un peu genre vous êtes gouvernés par vos émotions, mesdames. Alors que historiquement c'est faux parce que Gisèle Halimi le disait déjà. Par exemple, elle avait eu cette phrase. Alors c'est peut-être pas au mot exact ça après, mais elle avait dit quelque chose sur les galanteries qu'elle avait écrit, notamment dans son livre La cause des femmes, où elle dit soyons galants, mais soyons-le tous les deux. Donc elle avait déjà c'est vachement bien. ce discours-là. Elle l'avait aussi sur le nom de famille, où elle disait mais je ne comprends pas pourquoi toutes mes amies ont perdu le nom avec lequel elles sont nées et pourquoi ça dérange autant de garder le sien. Et quand faites le test autour de vous, si vous avez des amis qui se marient, demandez-leur en souriant, parce que sinon vous allez passer pour un ou une méchante, pourquoi est-ce que tous les deux ne prennent pas le nom de tous les deux, puisque c'est la famille, ça peut être envisagé comme une unité familiale, qu'elle soit une famille hétérosexuelle ou homosexuelle, il y a deux personnes qui se marient. Pourquoi est-ce que souvent c'est dans le cadre hétérosexuel, pourquoi c'est la femme qui prend le nom du mari et pas l'inverse? Et généralement, alors j'ai testé avec mes amis, et généralement ils disent non mais bon ça a rien à voir, ça c'est une tradition, c'est comme ça. Oui. Bah, ouais non mais c'est une tradition qui en dit long, et ça Gisèle Halimi elle le disait déjà, donc il n'y a rien de néo-féministe là-dedans. Absolument. Et c'est que tu viens de dire en fait, c'est des arguments quand même qui sont utilisés. Ah avant c'était pas ça, bah si en fait malheureusement on fait que répéter. C'est d'où l'importance de l'histoire et d'avoir des historiens qui se basent sur des sources et non pas sur des ressentis pour en parler, quoi. Parce que franchement, moi j'ai appris des trucs en allant à Londres et en faisant des tours sur les traces des suffragettes. C'était vénère, quoi. C'est pas du tout ce qu'on nous dit. Oh, regardez, elle se battait vraiment avec dignité. Moi, je trouve qu'elle se battait avec dignité, mais mais dans leur bouche, ça veut dire dignité. Elle criait pas, ou enfin une idée de ce que ce serait. Perso, j'en joue. Je dis bah oui, je suis vénale, je suis une femme. Dit Nini. Ah oui, vous voulez dire que vous faites des blagues, vous retournez l'argument en faisant on retourne le stigmate. Ouais, bah ça, après, c'est une technique. Je pense dans l'individualité, ça peut passer. Après, nous, c'est vrai ça va être un peu plus on va toujours essayer de casser ce truc-là aussi. Oui, en expliquant, c'est vrai qu'avec l'humour, mais ça avec peut l'humour, marcher aussi. Franchement, il y a des gens qui ne veulent pas écouter aussi. Ah oui, c'est sûr, parce que se remettre en question. Moi, je pense que c'est très important de faire de la pédagogie aussi sur ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'on peut pas demander aux gens de pouvoir en faire tout le temps. C'est ça, parce que vous avez d'autres exemples de sexisme ordinaire, justement, qui font qu'on en arrive ensuite à entretenir un climat où parfois, ou même souvent, ça arrive à des agressions, ce qu'on voit là dans l'affaire de viol avec P. Diddy. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples. Moi, je pensais au nom de famille. On a parlé du restaurant. Il y a quoi d'autre? Le nom des enfants. Le nom des enfants, ouais. Moi, je me pose pas mal la question sur ça. Je vois plein d'amis aussi, ce que tu disais, où en fait, les réponses sont très aussi, c'est la tradition, c'est comme ça. Oui, on va pas c'est tellement ancré.
Mais après, je veux dire, mais il y a plein d'autres choses qui étaient ancrées et qu'on a fait voler en éclats. c'est Donc, ça. Puis pourquoi souvent, pas. on dit oui, les féministes de gauche, comme si on pouvait être de droite en étant féministe, mais bon, elles répandent la bonne parole et la bien-pensance, etc. Mais en fait, personne n'a dit qu'on n'avait pas eu nous-mêmes ce genre de questionnement. Enfin, je me souviens, il y a quelques années encore, je m'étais pas du tout penchée sur... Enfin, je sais pas, en fait, je m'étais pas dit ah ok, prendre le nom du mari, effectivement, c'est sexiste. Non, parce que moi aussi, je trouvais que c'était une tradition. Oui. Puis au fur et à mesure, en réfléchissant, je me suis dit non, quand même, c'est vrai que c'est bizarre. Puis avec les lectures, on se remet en question et on voit le lien. Mais bien sûr. personne ne prétend avoir vu ce lien direct dans Se levant le matin, alors qu'on a toutes et tous regardé des trucs où si t'es un garçon, faut pas pleurer, tu dois sauver la princesse. Si t'es la princesse, tu dois attendre dans une tour que quelqu'un vienne te sauver. Des fois, ils ont même des problèmes à prendre la charge de l'enfant, car en cas d'urgence, on ne veut pas croire que ce sont des mamans d'enfants blancs. Je crois qu'il y avait un commentaire juste en haut, c'est pour ça c'est la suite. Oui, ok, on ne prend pas le nom du mari, mais aujourd'hui, quand ils ont des enfants à l'école... Ah ouais. Oui, ah bah oui, d'accord, dans le cas de couple mixte, ouais. Je comprends. André Breton, fondateur du surréalisme, a déclaré sur la fin de sa vie: quand j'entends le mot surréaliste, je sors mon pistolet. Cette anecdote nous enseigne qu'on peut avoir pensé à un mouvement culturel ou sociétal et vivre assez longtemps pour l'avoir récupéré par des cuistres. Ah oui. Le féminisme n'a pas, hélas, pas échappé. Aujourd'hui, certaines l'utilisent comme un CV sans en appliquer la base. Oui, il y a beaucoup de personnes qui effectivement l'utilisent comme du marketing, même les entreprises. Puis ça a été dit plus haut, j'ai vu passer dans le chat, on n'a pas eu le temps de rebondir dessus, dans les red flags. Oui, voilà, si je le vois, Master Bug qui dit « Je suis déconstruit, tu sais, red flag, je suis sexy, je suis pas... » Alors j'imagine que je suis pas sexiste, tu sais, red Non, je flag. crois que les deux, c'est les deux bouts du spectre. Ah oui, les deux bouts du spectre, oui. Oui. Ça, c'est... En fait, tout le monde se dit volontiers pour l'égalité, mais quand il faut faire des choses, bizarrement, il n'y a plus de personne. Bah, c'est pour ça qu'on voit le 8 mars, parfois, où il y a eu cet odieux rebranding de Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, où certains magasins nous sortent du Journée de la femme. Oui, alors que c'est Journée des droits des femmes. Ouais, voilà. Mais ça, pareil, si on ne s'intéresse pas forcément à la question, on peut ne pas le savoir. Donc, souvent, on dit oui, c'est descendant, les élites, il y a un rejet des élites. Ça, je pense que c'est vrai parce que les élites, ce qu'on appelle entre guillemets les élites, donc ceux qui détiennent une forme de pouvoir, il y a un manque de confiance dans les institutions et donc dans les élites qui les représentent. Il y a une défiance vis-à-vis de la justice et donc du coup, ça crée de la désinformation et ça crée aussi toutes ces phrases qui consistent à dire non, mais c'est pas. Enfin, vous prêchez la bonne parole, mais en réalité, on n'a pas besoin de vous pour. On n'a pas besoin de ça pour savoir parce que vous êtes tous des cons, grosso modo. Ouais. Et la forme de défiance vis-à-vis des élus, de la politique, etc., crée qu'il y a aussi, je trouve que ça a débordé que maintenant il y a une défiance vis-à-vis des savoirs. Et que donc, quand on prétend être spécialiste d'une question, ça devient automatiquement repris comme étant descendant, hautain, surtout quand on est une femme, hautaine, prétentieuse, et que du coup, faut arrêter de prendre les gens pour des cons en leur expliquant des choses. Mais en fait, chacun et chacune sa spécialité. Moi, quand je parle de droit, c'est parce que je suis une spécialiste du droit, mais si une femme médecin vient m'expliquer quelque chose sur la médecine, je vais l'écouter aussi avant d'avoir un avis. Tu vas pas lui dire je pense non, pas. Non, je suis coach en médecine, attendez. Voilà. Donc moi, je respecte les savoirs de chacune et chacun. Je regrette qu'aujourd'hui, avant d'avoir un avis, beaucoup de personnes nous coupent en disant qu'on est la bien-pensance de gauche, etc. Alors qu'en fait, c'est exactement ce que nous dit Sacha. Vous êtes le camp autoproclamé du bien. On dit juste que le sexisme, c'est mal. Oui, voilà, mais donc c'est ça, ouais, le camp du bien, les naïfs. Ouais. Non, et puis cette défiance de la science, plus largement, on la voit aussi dans tout ce qui est l'émergence de théories du complot de plus en plus fortes. Aujourd'hui, on a eu quand même des spécialistes venaient parler de leurs projets, leurs recherches, et cet effet sur les plateaux de les confronter à des gens qui n'y connaissent rien, mais qui ont un avis. Et oui, en préparant l'émission, tu m'as expliqué que ce qu'étaient j'ai oublié le terme. L'adénochrone. Voilà, parce qu'on disait qu'autour de P. Diddy, se développait toute une potentielle stratégie complotiste. Et donc, tu m'expliquais que le complotisme aujourd'hui portait aussi sur l'adéno. Ouais, en fait, c'est tout ce qui est autour du présumé trafic d'enfants des élites. Et en fait, ce qui se passe avec P. Diddy, il y a plein de théories autour il y aura peut-être certainement d'autres suspects dans cette affaire, mais aujourd'hui, on va jusqu'à suspecter en fait tout son entourage d'avoir fait partie d'un système pédocriminel
Comme si la pédocriminalité ne pouvait advenir que dans ces grands cercles, dans le cercle des élites, alors qu'on sait aujourd'hui que la pédocriminalité C'est partout, concerne un enfant sur 10. Ouais, ça fait 3 en classe de terminale, c'est incroyable. Enfin, Ouais, voilà. Donc c'est pas que dans des cercles complotistes. Exactement. Là, je vois, ça me rappelle QAnon. C'est à peu près, regardez Six cette vidéo. celebrities who will be arrested. Donc voilà, c'était... bon, ça, c'est totalement faux. Hein, ne croyez pas du tout ce qu'il y a sur cette vidéo. Mais voilà, on va mettre des gens dans ce truc parce que les élites sont soupçonnées, sont présumées corrompues, tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scandale sexuel dans les élites, hein, loin de là. Enfin, de scandale sexuel ou de crimes sexuels dans les élites. De corruption. C'est ça. Mais il y en a c'est comme beaucoup partout ailleurs, en fait. systémique, en fait. C'est partout. Le complotisme a tendance à renvoyer dans le camp de l'exceptionnel les agressions et les viols, alors qu'en réalité, c'est pas juste des sphères spécifiques, mais c'est partout. Oui, ça particularise. Exactement. Oui, voilà, ouais. C'est comme si ça faisait pas... Enfin, en fait, le fait de monter aussi en épingle ces histoires-là, de parler de théories autour de P. Diddy, tout ça, c'est vraiment dire que... Moi, je trouve que ça événementialise le truc. Tu vois, je pense que c'est très utile qu'on ait la parole des victimes, mais tout autour, c'est vrai que on voit émerger, je trouve, un espèce de sensationnalisme un peu malsain, quoi. Et justement, parce qu'il manque la parole d'experts aussi. Comme si c'était des faits divers. Ouais, voilà. Oui, il manque la parole d'expert. Oui. La dernière fois, j'ai allumé CNews pour me rappeler pourquoi je regardais pas. Et en fait, autour de la table, déjà, il y avait que des hommes, quasi. Il y avait une femme. Et ça racontait mais n'importe quoi sur les droits des femmes. Et vous vous rappelez sûrement aussi du bandeau qui avait circulé il y a quelques mois où ils avaient affiché l'avortement est la première cause de décès dans le monde. Et après, ils avaient mis une excuse en disant que c'était une fausse information, qu'ils n'auraient pas dû faire ça, etc. Mais ça avait déjà été diffusé. Ouais. Donc en fait, le problème, c'est que les thèses complotistes et la désinformation ont maintenant des journaux, des médias qui leur permettent de diffuser. Et sans contre... Oui, sans contradicteur. Ouais, sans contradicteur, quoi. Pardon, c'était le mot que je cherchais. C'est assez... À part accepter d'aller débattre là-bas, mais bon, Ouais, mais justement, c'est très mauvais pour les poursuites civiles, ça crée des faits divers que la défense peut utiliser à son avantage. En même temps, le pape est contre l'IVG. Alors attendez, parce que... Deux conversations, les amis. Vous avez remarqué qu'on essayait de tenir un fil cohérent du début jusqu'à un certain moment, puis après c'est vrai qu'on a pris les échanges et on trouvait ça sympa aussi de pouvoir interagir et qu'on puisse discuter ensemble. Donc la fin de l'émission c'est toujours un peu plus un peu moins. C'est un peu moins fluide, mais c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que la discussion est pas intéressante. Non mais c'est parce que j'avais lu la dernière fois qu'il y avait certains commentaires qui disaient oui ça part dans tous les sens, mais en fait en Twitch à la fin c'est aussi pour parler ensemble donc c'est ce qu'il faut. Enfin moi je pense que justement on parlait de ces espaces où il n'y a pas bon là c'est pas de contradicteur en l'occurrence, mais on veut faire parler des gens. Est-ce que Pascal Pro voudrait venir nous contredire? Je sais pas. Est-ce que tu as vu le studio? Je suis pas sûre que Pascal Pro ils veulent venir là, mais je suis pas sûre qu'on veuille. Dans le nouveau studio, oui, je suis pas sûre qu'on veuille de lui. Pardon, j'ai failli m'étouffer. Les rumeurs sensationnelles sont très mauvaises pour les poursuites civiles dans le système américain. Oui, voilà. Merci, Chuck It. Exactement. C'est un Twitch en non-mixité, c'est OK. Ouais, alors on n'est pas tout le temps... il y a aussi de la non-mixité dans l'autre sens sur notre plateau, malheureusement. On essaie d'équilibrer, comme vous pouvez le voir. Ah oui, non, la dernière fois, on était... Non, la dernière fois, j'étais avec Théo. Ouais. Non, celle-là, pour le coup, c'est le hasard, en général. Oui, bien sûr. Mais bon, ça peut aussi... Non, je ne parle pas aux hommes, quand il y a quoi. Je suis vraiment féministe. Non, mais ça, c'est terrible. Aussi, ça me fait penser vraiment ce truc de... Ah, vous êtes féministe, donc vous n'aimez pas les hommes. Vraiment, c'est la première pensée qui vous vient, c'est de vous sentir attaqué. Mais quelle fragilité! Ça, encore une fois, c'est une des caricatures qui circulent grâce au réseau réactionnaire. Ce que l'ONG Equipop a appelé les antidroits, qui sont un mélange entre des milliardaires très fortunés qui vont financer certains médias, des médias et des partis politiques, et leur relais maintenant sur les réseaux. Et tout ça forme un espèce de magma qui diffuse de la désinformation et effectivement des caricatures. Ouais. Probablement qu'il y a certaines femmes militantes qui peuvent être misandres, je dis pas l'inverse, mais en tout cas, c'est oublier que la plupart des féministes portent un projet humaniste et que évidemment le projet de société c'est de vivre ensemble et pas de créer une société matriarcale. Ce que je m'abuse, j'ai pas l'impression que la misandrie ait tué qui que ce soit, alors qu'on a eu des attentats masculinistes et antiféministes, notamment
à Polytechnique à Montréal, où ça a été enfin reconnu il y a quelques années comme le premier féminicide de masse, en fait. Comme le premier attentat premier féminicide de masse. C'est vrai que le féminisme est en soi une révolution principalement non violente, même à travers les époques, même s'il y a eu effectivement certains cas de violence, il y a globalement, et c'est à la marge, puisqu'on reste un mouvement pacifiste. Bien sûr. On dit, et tous les féminicides, bah oui, évidemment. J'allais parler de Polytechnique, dit Chucky. Bah oui, oui. L'attentat perpétré par Marc Lépine. Et que le gouvernement québécois retenu comme une tuerie motif terroriste, en fait. C'est un peu comme t'es pas raciste, donc tu es anti-France. Oui, c'est les réactions épidermiques que va avoir la droite pour essayer de décrédibiliser, parce que c'est tellement large. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette accusation, quoi? C'est vrai que si on pourrait en fait faire un catalogue des clichés. Je sais pas si vous en avez d'autres, mais il y a aussi t'es anti-Occident, tu l'as dit, tu te détestes, tu t'autoflagelles, parce qu'on dit que la culture française est sexiste aussi, alors on est anti-Occident, on n'aime pas les hommes blancs, on veut tous les tuer. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. Mais le pire, c'est qu'il y a des personnes qui croient ça. Ça fonctionne, puisqu'il y a vraiment des personnes qui croient que être féministe aujourd'hui, ça veut dire être anti-homme blanc. Et ça, alors peut-être que ces personnes ne se sont pas renseignées, mais est-ce qu'on peut vraiment leur jeter la pierre, parce que t'as pas forcément l'énergie, le temps de consacrer à les détricoter de la désinformation. Bien sûr. Quand c'est ça que et puis ça te prend de l'énergie, et du coup ça perd ton propos aussi. Moi je pense qu'il y a une stratégie aussi dans les médias réactionnaires, c'est de faire, et par les réactionnaires invités, c'est de faire perdre les moyens à la personne pour pas qu'elle puisse dérouler son fil, et en fait imposer les thèmes, que ça soit toi qui lui imposes ces thèmes, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui vont pas nous laisser venir dérouler notre argumentaire, mais qui vont être sur la défensive et sur essayer de nous acculer. Mais on parlait tout à l'heure justement de ce que tu viens de mentionner, c'est-à-dire de la possibilité ou pas de débattre on parlait de CNews, et j'ai vu une très bonne intervention de Fatima Benomar qui était passée à l'Humanité. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la capsule qu'on avait faite sur le nouveau Front populaire. Elle était intervenue dans une petite capsule Caméra Café qu'on avait fait ensemble. Et donc Fatima Benomar, qui est militante, elle a débattu, je crois que c'était sur Europe 1 avec Pascal Praud, et je trouve qu'elle lui a extrêmement bien répondu, notamment sur la problématique du continuum du sexisme, mais effectivement en arrivant à garder ce calme-là. Et ça peut être compliqué, parce que c'est sûr que la figure qu'on veut donner des militantes de gauche et aussi des féministes, c'est que, mais je voulais dire plus largement de tous les militants et militantes de gauche, c'est que, sans être spécifiquement, on va dire, sur la lutte féministe, sur toutes les luttes de gauche, c'est de dire qu'on est hystérique, qu'on est fou, et donc en fait, garder son calme et ne pas rentrer dans ce jeu-là, c'est déjà une perte d'énergie qui, du coup, est incroyable, parce qu'on devrait se concentrer sur les arguments et débattre, et pas sur garder son calme face à quelqu'un qui potentiellement veut que vous partiez en vrille. Oui, parce que c'est ça. Moi, je trouve que ça ressort du piège, en fait. Ouais. Tu vois,